Yeah! C'est fabuleux! Thomas Levet. Les Grecs. Journal du golf, le podcast sur l'équipe.fr. Salut à tous, bienvenue dans le podcast du Journal du golf. On se régale depuis le début de la semaine au Golf National où se déroule la 42e Ryder Cup de l'histoire. On débriefe tout de suite ce deuxième tour. Et comme tous les jours, pour animer avec moi et débattre dans cette émission, Arnaud Tillous et Martin Coulon du Journal du Golf. Salut messieurs. Salut JPto. Salut JP, salut tout le monde. Allez, encore une super journée au Golf National, pleine de rebondissements. Et même si les États-Unis, on va le dire, sont encore un peu dans le... sont pas très bien, hein, nos amis américains avant la dernière journée, 10-6. On pensait qu'ils allaient se rattraper après leur déroute en foursome hier. On le rappelle, un 4-0 historique. On pensait que les 4 balles de ce matin allaient justement les remettre dans le match. Au final, 3-1. On les a vus un peu en perdition, ces Américains. 10-6, ça me rappelle quelque chose, 10-6 comme score, mais bon, je sais pas. On sait jamais, hein, ça peut rappeler Medina, Brooklyn. Ouais, des bons ou des mauvais souvenirs, ça dépend. Non, mais des pronostics aussi hier soir, mais enfin bon, ouais. On aura le temps d'y revenir. Non, mais évidemment, ils étaient en perdition, les Américains, ce matin. On pensait même quasiment que c'était fini. Heureusement, Thomas surtout en 4 balles, qui sont on s'y attendait quand même pas trop. C'était leur seule chance, et on pensait qu'ils allaient sombrer en foursome. Finalement, ça a été partagé en foursome. Non, en tout cas, gros avantage pour l'Europe, mais voilà, il reste encore un petit peu d'espoir. Donc, on va vivre un dimanche exceptionnel à l'image de cette Ryder Cup. Martin, un petit mot sur cette matinée, ce 3-1 des Européens, c'est surprenant. Mais méga surprenant de la part des Américains que, je veux dire, les 4 balles, c'est leur formule. Enfin, on en parlait hier. Voilà, c'est la façon qu'ils ont de scorer en Ryder Cup en double. Enfin, c'est leur truc. Et là, se prendre 3-1 avec des 4-3, avec des 3-2, avec des 2-1. Enfin, c'est quand même à part, j'ai envie de dire, Finau, Koepka qui ont un peu, entre guillemets, tenu la baraque qui ont surnagé. Et évidemment, la victoire de Thomas et Spieth, il se passe rien, quoi. Et surtout que c'était les mêmes équipes qu'hier, qui avaient gagné 3-1 et failli infliger 4-0. Donc, alors c'est quoi la tête dans le seau, les Américains? Encore une fois, c'est toujours pareil, c'est le momentum d'hier, c'est les foursomes 4-0, et ce matin, ils arrivent, tout a changé. Puis c'est des paires un peu différentes du côté européen, des Casey Hatton avec un Casey en furie de ouf qui envoie des birdies dans tous les sens. C'était comme hier quand même, c'était pas complètement changé, mais qui envoie méchamment. Évidemment, les Invincibles, ils sont hallucinants tous les deux, c'est génial. Et en foursome et en 4 balles, c'est des machines. Ils ont gagné 17 hier, et depuis, ils ont pas dépassé le 15, quoi. Ils ont gagné 2 fois 14, une fois au 15. À écœurer Tiger Woods qui dit en gros, en anglais, il dit je suis pissed off, ça veut dire clairement je suis et d'ailleurs, Jim Furyk les avait mis en 3e position, Tiger Woods et peut-être échappé parce qu'hier ils étaient en dernier avec Molinari. Mais ce qui prouve quand même aussi la confiance de Bjorn en cette paire-là, parce qu'hier ils étaient quand même en dernière partie d'entrée, alors qu'ils n'avaient jamais joué ensemble, alors qu'il y avait un rookie. Et finalement, ça s'est avéré le bon choix. Il en a parlé tout à l'heure, Thomas Bjorn, en conférence de presse. Ça a été la bonne surprise, mais il savait que les deux joueurs s'entendaient bien. Ah, hier, il le met en dernier. Il gagne. Il y a ce fameux momentum aussi pour eux, où Fleetwood rentre au 16, 15-16. Rentre au 15 et au 16. Ils gagnent au 17, et puis depuis une machine, encore une fois, ils n'ont pas dépassé le 15, quoi. Ils ont gagné 2 fois 14, une fois au 15, impressionnant. C'est évidemment facile de dire ça maintenant qu'ils ont 4 pions dans l'escarcelle et qu'ils sont invaincus, et exactement toutes les stats que tu viens de donner, Arnaud. Mais enfin, je veux dire, t'as Francesco Molinari, Tommy Fleetwood, moi j'ai l'impression que c'est des frères jumeaux, et que sur l'Albatros, c'est exactement les mêmes. D'ailleurs, ils l'ont dit, on est meilleurs amis dans la vie de tous les jours. Voilà, ça se confirme. Ah, carrément, en plus, ils ont dit qu'ils étaient meilleurs amis. Bromance, comme on dit. Bjorn a dit qu'ils s'entendaient bien, mais je sais pas qu'en plus. Mais en termes de jeu pur sur le national, enfin, je veux dire, on en a évidemment parlé tout au long de la semaine. Ils adorent l'Open de France. C'est exactement le parcours qu'il leur faut. C'est exactement la façon. C'est des lanceurs de fléchettes, et on l'a encore vu aujourd'hui. Enfin, en foursome, ils ont fait -3 en foursome cet après-midi. Pas un bogey en foursome sur le national. C'est surtout ça. C'est surtout cette absence de bogey que je trouve complètement dingue sur le parcours de l'Albatros, se préparer comme à l'Open de France, aussi dur avec ses roughs et avec cette exigence de mise en jeu, avec cette exigence avec ses drapeaux qui étaient assez compliqués en plus, en particulier cet après-midi, qui était un peu coincé, un peu foutu dans les coins dans tous les sens. C'est génial de jouer comme ça. Puis en plus en foursome, c'est hallucinant de voir ça, et dans cette continuité, dans cette espèce d'osmose qu'ils ont, et puis de voir Molinari
complètement transfiguré, complètement fou ouais, un peu plus expressif. Fou furieux, faut pas exagérer. Mais non, Arnaud, tu peux pas dire ça. Mais pour Fou furieux, c'est Fleetwood. Non, mais pour Fleetwood, on dirait non, mais pour Molinari, pour Molinari, qui d'habitude est très calme, même quand il avait rentré son 3-1 au Phoenix Open. Une super formule avec son charisme de pizza froide. C'est exactement ça. Il a un charisme de pizza froide, Francesco Molinari, tout au long de l'année. C'est quand même le gars. Ou d'épuisette. C'est Ben qui a dit d'épuisette. Non, ça c'est Pierre-Michel Bonneau. C'est Pierre-Michel. Mais d'ailleurs, on se souvient quand il avait rentré son 3-1 à Phoenix il y a quelques années. Ouais, il avait juste levé les bras. D'ailleurs, vous l'aimez pas, Jean-Philippe, donc on va pas en faire. J'adore le golfeur, mais je n'aime pas trop. Enfin, je trouve qu'il n'a pas trop de charisme. Mais voilà, c'est froid. Et c'est quelqu'un qui c'est un tueur froid au final. Et c'est génial. Et c'est génial justement de le voir lui, le fameux tueur froid. T'as complètement raison, JP, parce que c'est exactement ça. C'est clinique ce qu'il fait au British Open, la façon dont il le gagne, c'est exactement ça. Et le voir au 11 balancer quasiment un 3 en 1 sur ce, enfin c'est à ce moment-là en plus, bon, voilà. Et derrière rentrer le putt et puis haranguer la foule comme on l'a jamais vu faire ça, c'est génial, c'est totalement l'effet Ryder Cup qu'on attend et c'est totalement dans l'esprit de voilà de cette espèce de cohésion d'équipe absolue. Et moi j'ai pas vu ces 2 jours-là, je les ai suivis depuis 2-3 jours parce que c'est une paire que je trouve assez géniale à suivre et assez justement spectaculaire, alors que c'est 2 joueurs qui le sont pas spécialement et qui sont un peu chiants limite, tellement c'est un peu entre guillemets chiant. Fleetwood était un peu moins je suis désolé, tu suis rébarbatif que non mais dans leur jeu c'est pas spectaculaire, c'est des lanceurs de fléchettes, c'est fairway, green, de putt, de temps en temps ça tombe, entre guillemets avec de grands guillemets un peu ennuyeux, mais sauf que c'est clinique quoi, c'est exactement le mot, tu l'as très bien dit quoi. Et là de le voir et haranguer la foule, voilà, mettre l'oreille, enfin la main sur l'oreille en mode j'entends rien les gars, faites plus de bruit et tout, c'est génial. Et surtout face à Tiger Woods, surtout face à Tiger Woods, c'est qu'hier il joue en 4. Et face à Tiger Woods, et aujourd'hui Fury qui doit se dire Tiger je le mets pas en 4, et Tiger ce matin, enfin non, hier soir il voit la feuille, il se dit je me retape les 2 fous là, il doit être dégoûté, et cet après-midi rebelote, et cet après-midi rebelote, il se repaye les deux. Voilà, 3 défaites en 3 matchs pour Tiger, et c'est sûr que Mollywood, comme dit Martin. Je suis pas le seul à le dire. Non, mais c'est vous hier qui étiez très content de l'entendre, ou c'est toi, pardon. Et voilà, c'est le cauchemar de Tiger Woods, Mollywood. Alors, Martin, vous parliez de la préparation du parcours. Ouais. Vous avez rencontré un certain Adrian Otaegui, joueur du Tour européen, double vainqueur sur le Tour européen, qui était dans les parages, qui a vécu, qui est même dans le team qui a un peu intégré le team Europe, c'est ça, racontez-nous. C'est pas un hasard, il est dans les parages à l'invitation du Tour européen, qui a invité 3, 4, 5, 6 joueurs qui sont potentiellement des Ryder Cup dans les années qui suivent. Adrian Otaegui, Jorge Campillo, Lucas Bjerregaard. Et puis un 4e que j'oublie, mais c'est pas grave, et ils sont là, et Adrien, on l'a chopé tout à l'heure, parce qu'en plus, non seulement c'est un super bon joueur, en plus il parle français, et il est ultra sympa. Il a gagné, on le rappelle, ses 2 victoires sur le Tour européen, c'était des tournois en match-play, donc peut-être futur joueur de Ryder Cup. Il vous a dit qu'il avait joué le programme de l'Open de France avec vous. C'est peut-être pour ça qu'il est là. Il a des problèmes de chipping. Non, pas de bien. On va justement écouter Adrien Otaegui qui nous parle de cette préparation du parcours, et justement le fait que l'Europe mène, c'est peut-être pas un hasard. Justement, je parlais avec John tout à l'heure, et il me disait que par rapport à l'Open de France, il y a 2-3 fairways qui étaient un peu plus serrés. Par exemple, le 6, il m'a dit qu'il était un peu moins large, mais que le parcours était à peu près pareil. Les greens un peu moins durs peut-être, un peu plus mou, mais que le rough était similaire. C'est vrai que comme il y a moins de joueurs qui jouent, le rough il est un peu plus, il se tasse moins. Hein. Mais je pense que l'Open de France qu'on a joué en juillet, c'était une bonne préparation, et ils avaient déjà en tête ce qu'ils voulaient faire avec le parcours pour cette semaine. Donc bonne préparation pour jouer cette Ryder Cup, et comme par hasard, on l'a dit, on en a parlé Martin ensemble avant cette émission, le seul joueur américain qui a repéré ce parcours au moment de l'Open de France, c'est Justin Thomas, qui a fait l'effort de venir en personne jouer l'Open de France pour reconnaître ce parcours. Et ça paye parce que c'est l'un des meilleurs Américains. Et comme par hasard, et c'est là, peut-être, on en parlera sûrement demain à la fin de cette Ryder Cup, mais est-ce que c'est pas là la plus grosse erreur de la part de l'équipe américaine, de ne pas être venu clairement reconnaître. Ils disent déjà, il y avait la stat dans l'équipe aujourd'hui, là, grâce à Régis Estelin apparemment qui a trouvé ça, plus de 330 fois je crois pour l'équipe européenne, ils ont joué le parcours, et 6 fois seulement, 4 fois pour Justin Thomas et 2 fois pour Bubba Watson. Alors forcément, on peut même compter les 2-3 fois de Tiger Woods en 94. Mais c'était pas la même époque, pas le même parcours. Peut-être, mais voilà. Donc, et justement, ces Américains ont carrément snobé, même s'ils ont repéré de façon succincte. C'était au mois d'août, au mois de juillet. Ils étaient que 6 à être là. Il y en a 3, 4. Fino, Spieth, Watson.
qui était là et qui Watson finalement, qui avait déjà joué Mickelson, l'Open, pardon, donc 4, ça fait que 4 quoi. Watson qui avait déjà joué l'Open de France il y a quelques années. Mais ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que moi j'ai mes petites oreilles ont traîné, mes petites sources ont œuvré pour me raconter le fait que apparemment, même c'est quasi sûr, pendant la reco des Américains, il y a une espèce de petite intox qui s'est jouée, en particulier sur la vitesse des greens du golf national, qui ont été accélérées à mort pendant que les amis américains sont venus reconnaître leur petit bout d'albatros, et que comme par hasard, la vitesse des greens n'a rien à voir aujourd'hui. Donc il y a ce côté-là aussi. Donc, enfin, Martin, il y a quand même Benjamin qui nous dit depuis 2 jours qu'ils essayent de ralentir la vitesse des greens. Quand même, justement, ils les avaient accélérés, mais en mode. Bon, alors pour les aficionados des chiffres, ils étaient aux alentours de 13 au Stimpmeter. Là, ils sont entre 10, 6 et 11 et des bananes grand max pour cette Ryder Cup là, et pour l'Open de France, c'est à peu près la même chose. Donc en gros, le seul qui a vraiment reconnu le parcours actuel de la Ryder Cup dans les conditions de Ryder Cup, c'est Justin Thomas, du côté américain, qui a fait l'effort de venir jouer l'Open de France. Donc c'est ça la plus grosse erreur, c'est de ne pas être venu comprendre les exigences de ce parcours-là. Et quand on voit tous les Américains qui en foutent dans tous les sens, et en particulier je pense à Brooks Koepka qui en met dans tous les sens, dans les freins, à Tiger Woods qui en met dans tous les sens. Aujourd'hui aussi. C'est pas que de la reconnaissance là, c'est aussi du niveau de jeu. Si, c'est de la reconnaissance. Mais on avait vu la stat du driving accuracy, et vraiment les Américains là-dessus, ils étaient bien derrière les Européens, et ça se vérifie. On voit quand même les Américains en mettre partout. Et surtout au national, quand on est dans le rough sur l'Albatros, c'est pénalisant. On a vu quasiment personne. C'est un peu plus quand même depuis hier, peut-être qu'ils sont un peu plus loin. On a vu Rory hier, on a vu Justin Thomas aujourd'hui accéléré comme un fou au 14. On en voit quelques-uns, mais la plupart du temps, c'est dramatique ce qui se passe derrière. Personne n'arrive à mettre sa balle sur le green en venant du rough, quoi. Alors, on parlait de ces 4 balles, forcément un 3-1 qui poussait les Américains dans leur dernier retranchement. Les foursomes étaient importantissimes cet après-midi, avec un certain Phil Mickelson sur le banc. C'est un choix fort de Furyk, ça, de ne pas faire jouer Phil Mickelson. C'est une obligation. Il n'avait pas le choix. On le disait hier. Mickelson qu'on a vu quand même au practice. Évidemment, pour se maintenir en forme. Voilà, parce que quelques-uns ont dit c'est pour s'échauffer. Non, c'était plutôt pour essayer de se remettre dedans. Encore une fois, on l'a dit hier, Mickelson, il rate le fairway au 3 avec un fer, et il met sa balle dans l'eau au 3 avec un fer, quoi. C'est de notre niveau à nous, et encore, même nous, je pense qu'on n'a jamais essayé de jouer un fer au national au 3, c'est dramatique. Donc Mickelson, demain, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien? Il joue contre Francesco Molinari. J'ai quasiment envie de dire qu'on est 11-6 pour l'équipe. Vu l'état de forme de Francesco Molinari, ça s'annonce très difficile. Non, mais Molinari il aurait pu battre n'importe qui. Bon, après, en match play, on peut perdre contre n'importe qui. Là, je pense que ça fait vraiment 11-6 pour l'équipe européenne. Alors, pour revenir sur ces foursomes, Arnaud, en salle de presse, vous étiez surexcité. Vous allez dire, ça y est, c'est bon, les Américains vont encore prendre une branlée. Non, mais vu ce qui se passait hier, vu ce qui se passait ce matin, pour moi, elle était pliée cette Ryder Cup. Et pour la première fois de ma vie, j'étais content que les Américains... Non, mais en plus, en dehors du score, vraiment, les Américains, ils ont été en dessous de tout, quasiment. Leur niveau de jeu était... On n'a pas vu une Ryder Cup jusque-là où ça se répondait du tac au tac. Enfin, cet après-midi, ils ont élevé leur niveau de jeu. Enfin, ils ont planté des mains. Enfin, ils ont trouvé des fairways. Enfin, il y avait 11 joueurs américains dans les 20 premiers mondiaux. Enfin, ils ont joué à leur niveau, les Américains. C'était ça, en dehors du au moins qu'ils jouent bien, quoi. Après, qu'ils gagnent ou qu'ils perdent, mais qu'ils jouent au golf. Depuis hier après-midi, c'était dramatique, l'équipe américaine. Hier, il y a aucun match qui a dépassé le 15, je crois. Et ce matin, c'était pas beaucoup. Mais encore aujourd'hui, aucun match n'est allé au 18. Au 18, donc bon, au bout d'un moment, c'est les meilleurs joueurs du monde, qui jouent comme les meilleurs joueurs du monde ou pas trop loin. Alors, justement, au final, ça fait 2 victoires, mais aussi 2 défaites pour l'Europe. Alors, Martin, vous avez eu la chance de poser quelques questions à Grégory Avray, qui fait partie, on le rappelle, depuis toute cette semaine, du staff de l'équipe européenne. Justement, il nous parle de l'ambiance au sein de cette équipe Europe à l'issue de ce samedi. Les discours, déjà, ils sont très contents. Tout le monde se dit que ce 2-2, c'est un super score. Voilà. Ça, les mecs, Même ceux qui perdent, ils vont les voir, mais attends, 2-2 c'est super, voilà, c'est ce qu'on voulait, c'est génial. 2-2 c'est énorme cet après-midi, et c'est vrai, c'est un très très bon score, et c'est ce qui ressort. En fait, je pense que dans les discours, on ressort que le positif dans un moment comme ça, et c'est ce que je ressens là. On parle pas de oui, Poulter et Rory, ils ont perdu 4-3. Oui, mais ça on n'en parle pas en fait. Et c'est que du positif. Ils essayent d'amener dans l'esprit juste du truc plus, juste du truc bien, juste du truc on est bien, ça se passe bien, etc. Et c'est ce que je ressens. Alors Grégory Avray, justement, le positif qui ressort de cette équipe européenne, évidemment, c'est les hommes de cette deuxième journée, de cet après-midi. Ça a été encore une fois Molinari et Fleetwood.
qui était injouable, hein, évidemment. Ils ont en face Woods et DeChambeau. Ça c'était les hommes, mais à la limite là ça c'était facile. Il y a mais rien surtout eu. c'est Rose Stenson devant. Mais surtout ils ont battu le record aussi. Oui, ils ont battu le record. Peut-être qu'on y reviendra, mais c'est vraiment la première partie où quelque part ça s'est joué, où ils sont revenus et on a eu très très peur quand même. Hein. Stenson a rentré 2,16 m pour partager le trou et il a rentré 3,50 m je pense au 17, alors que Finau a raté derrière. C'est pas Koepka, hein, je crois que c'est Finau qui rate. Enfin, je sais plus quel américain. On s'est dit Johnson et Koepka. S'ils arrivent au 18 et qu'ils perdent, on peut partir demain à 9-7. Et là, 9-7, c'était plus du tout la même. Là, le momentum, il aurait été américain. Donc, c'était un très très bon 2-2 effectivement cet après-midi pour les Européens. Où on a quand même tremblé sur la fin. Alors il n'y a pas que du négatif un côté américain. Moi, j'ai trouvé qu'on a vu un Justin Thomas excellent vraiment toute la journée. Évidemment, on l'a dit, on l'a répété, hein, cette reconnaissance du golf national au moment de l'Open de France a été essentielle. Il a mis des putts dans tous les sens. Il a même résisté à la pression. Je me souviens de ce coup de fer au 11 pour répondre à Poulter. Voilà, Justin Thomas, il était vraiment en mode rider et ça fait plaisir de voir quand même, comme vous l'avez dit Arnaud, un Américain qui tient la pression, quoi. Et moi, ce qui m'intéresse au-delà du fait que, évidemment, dans le niveau de jeu et dans l'attitude, moi, c'est surtout l'attitude, en fait, de cette paire-là et de ces deux bons hommes-là qui sont évidemment des très très bons copains. Jordan Spieth et Justin Thomas. Qui sont aussi deux potes à la base. Hein. Ah, ouais, c'est ça. On les voyait gamins. On a encore cette image de Philippe Miro, copain photographe qui les avait pris à l'Evian Junior Cup, machin, et quand ils étaient tout petits en train de manger des sandwichs, et là, on les revoit en train de jouer la Ryder Cup aujourd'hui. Et ça se voit. Et non seulement ils sont copains, mais ils sont partenaires. Moi, j'ai vu, pour moi, c'est l'une des seules paires américaines de foursome qui joue comme une paire. À s'entraider. Mais c'est-à-dire dans les bons comme dans les mauvais moments. Moi, j'ai vu par exemple Woods DeChambeau, ils se tapent dans la main, ils sont copains dès que ça se passe bien. Dès que ça se passe pas bien, ils sont chacun à un bout du green et l'autre est de l'autre côté. Quoi. Ça se parle pas. Alors que non, c'est la base du match play, c'est la base surtout du foursome. Encore plus au foursome. C'est d'être une sorte de cohésion, d'un bloc. Même si ça va pas, t'es avec ton copain, tu parles, tu l'encourages, t'es à côté de lui. Même si tu dis rien, c'est pas grave. T'es une équipe, t'es une cohésion, quoi. Et ces deux-là, Spieth et Thomas, c'est ça. Et dans le jeu, et dans l'attitude, et dans la façon dont ils ont d'électriser un peu la foule. Pour moi, c'est les deux seuls qui jouent le jeu de la Ryder au sens mais le plus pur du terme, un peu comme Simpson et Watson, c'était pas mal. Watson et Simpson, c'était pas mal. Évidemment, parce que ça se connaît et ça joue très 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 bien. Il souriait. C'est vrai que Woods, on a l'impression qu'il traîne sa peine depuis le début de cette compétition. Mais Koepka aussi. Enfin, les Américains. Physiquement, je persiste, je signe physiquement. Woods, il est pas à 100%, ça se voit, il marche encore une fois comme un robot, c'est assez bizarre. Oui, non, mais à ce moment-là, qu'il arrête de l'aligner aussi. Il met Mickelson qui en fout partout. Non, il n'y a pas que Mickelson sur le banc. Il y a un moment quand même, il a 11 des 20 meilleurs joueurs. Non, mais c'est aussi parce que Tiger Woods peut-être a moins d'intérêt à cet événement que les Européens. Non, tu peux pas dire un truc comme ça. Woods, je l'ai vu faire des coups dégueulasses, il était dégoûté, quoi. Ouais, enfin, Martin, c'est pas grave, il était dégoûté, le gars. Il chutait le club, c'est pas possible. C'est Furyk ou Bjorn qui a parlé du body language. Quand même, le body language de Thomas et de Spieth, c'est pas du tout le même que celui de Koepka. Mais c'est un body language, c'est un body language à deux. C'est pas un body language tout seul. C'est ça qui m'intéresse, moi. À la limite, mais t'en as deux, là. Mais ils traînent leur peine. On a vraiment l'impression qu'ils sont nuls, qu'ils en ont, voire qu'ils en ont rien à faire. Ils traînent leur peine, chacun dans leur coin. Mais moi, c'est ça qui me frappe, qui me rend dingue. Mais moi, j'ai adoré la réaction de, je sais plus sur quel trou c'était, de Justin Thomas en train de, ça m'a fait rappeler un peu Patrick Reed à Glen Eagles, qui était là à défier un peu la foule. C'est le seul Américain à avoir fait ça. Hein. Ouais, vraiment. Non, Reed, il a fait le fameux chute. Oui, il a fait son fameux chute quand même. Bon, au final, Reed, il a perdu, donc voilà. Chacun cherche un peu la motivation comme il le veut, et puis ça c'est cool parce que ça fait un peu Ça fait du spectacle, c'est ça aussi la Ryder. Non seulement ça fait du show, mais c'est sa façon de dire voilà, je vais vous répondre. Puis il y a de l'orgueil là-dedans, quoi. Il y a une espèce il y a un défi, il y a quelque chose. Donc ouais, mais moi je te dis, c'est ce manque de cohésion, même physique pure, visible, quoi, d'une paire qui marche ensemble, qui discute ensemble. Surtout qu'ils nous avaient vendu ça depuis 2 ans, que ça avait changé, qu'ils étaient copains, qu'ils avaient fait une task force, et qu'ils allaient être unis, et que c'était plus les Américains d'avant. Ça change, c'est un peu les Américains d'avant. Ça a l'air de changer dans les bons moments, dans les mauvais. Mais non, mais encore une fois, les Américains, ils sont individualistes, particulièrement dans le sport, particulièrement dans le golf, et particulièrement un Tiger Woods. Ça avait un peu changé apparemment il y a 2 ans, peut-être aussi parce que Woods n'était pas là. Bah là, cette année, c'est reparti, pas comme en 40.
mais en tout cas pas loin. Alors autre point positif hein, dans cette équipe américaine, on l'a dit, la paire Watson-Simpson. Moi j'ai un trou qui me revient en mémoire, c'est le trou numéro 14 qui commence par un drive de malade de Bubba Watson qui met carrément 30 mètres à Sergio Garcia, il me semble. Une trajectoire à la Bubba assez incroyable. Et surtout après un coup de fer. Un coup de bois. Non, un coup de fer de Webb Simpson. Ah bon ouais, à la télé, il restait à peine 130 mètres de Webb Simpson pour se mettre non, il reste pas 130 mètres. On vérifiera. 150, on y était avec Benjamin, on a vu ça de nos yeux vrais. Et il plante le mât pour se donner eagle donné quoi. Donc c'est quasiment donné. En tout cas, les Européens ont pas réussi à faire birdie, donc ils ont donné le. Et surtout Watson et Simpson ne jouaient pas face à n'importe qui, ils jouaient face à Rory McIlroy et Ian Poulter. Donc ils leur ont mis 4 et 3 quoi. Martin, vous mettez un bémol, c'est ça? Non, pas d'accord? je mets pas de bémol. Non, malheureusement, j'ai pas vu. J'étais ailleurs en train de faire autre chose. Je crois à tes yeux de lynx et aux yeux de Benjamin. Non, mais c'est intéressant de la part des Américains de museler entre guillemets une paire européenne de l'envergure de celle de Rory McIlroy et Ian Poulter, parce que mine de rien, je pense que ça c'est un truc sur lequel ils vont pas mal s'appuyer ce soir en team meeting et compagnie. C'est les gars, nous on a battu Mr. Ryder quoi. Vous avez défoncé Mr. Ryder, vous avez muselé le leader de l'équipe européenne, le leader charismatique ou ce que tu veux dans le jeu, machin bidule. Et c'est pas anodin ça. Ça c'est pas anodin. Non, mais de toute façon, on sent vraiment que cet après-midi, le momentum était pour les Américains, que ça a changé. Et encore une fois, on a vu ces deux joueurs-là, Watson et Simpson, s'amuser. Ils se sont amusés, ils souriaient, ils jouaient bien, ils plantaient des mains, ils ont mis une raclée, ça se jouait pas trop mal, c'était vraiment impressionnant. Donc ça fait deux autres joueurs avec Thomas et Spieth sur lesquels les Américains peuvent compter demain. Il n'y en a pas autant que ça pour l'instant. Allez, à l'aube du dernier jour, l'Europe donc mène 10-6. Grégory Avray, toujours au micro de Martin Coulon, nous donne justement notre avis sur cette avance de 4 points. Il nous donne son avis d'ailleurs. Ce score, il n'est pas anodin, mais il reflète, je trouve, la réalité. En tout cas, de ce que j'ai vu. Après, tout peut arriver demain, un retournement de situation, comme on a pu déjà le vivre par le passé. Un match serré demain qui ferait gagner les Européens, ou les Européens qui continuent sur leur lancée avec une journée énorme où ils dominent, et à ce moment-là, un score fleuve. J'espère que l'un des deux derniers scénarios se produira. Mais tout le monde est conscient à l'intérieur que tout peut arriver et ils sont très très concentrés. Il y avait un peu moins d'effervescence qu'hier après-midi. Bon, il se trouve qu'hier après-midi, il y avait un 4-0, il y avait un 2-2 là. Donc forcément, il y a deux équipes qui ont perdu, donc qui sont probablement un peu plus en dedans que ce qui s'est passé hier après-midi. Mais malgré tout, je pense que les esprits sont déjà tournés à demain. Parce que ça va être une journée très importante qu'il va falloir bien commencer surtout. Alors bien une journée importante qu'il faudra bien commencer. Demain, on le sait, c'est les simples, c'est ça la magie aussi de la Ryder Cup, c'est-à-dire que tout peut arriver. 10-6, on se souvient de Medina, reversement de situation. On se souvient de Brookline. Les Américains qui menaient, finalement, ce sont les Européens qui ont gagné. Brookline, c'est l'inverse. C'est les Européens qui menaient, c'est les Américains qui l'ont emporté. C'est la magie de la Ryder. Martin, vous faites une moue dubitative. Vous ne croyez pas en ce retour des États-Unis? Non, j'y crois pas. Et j'y crois pas parce qu'il y a un obstacle entre eux et ce retournement qui s'appelle le golf national et qui s'appelle les roughs et la préparation de ce parcours qu'ils n'arrivent pas à maîtriser, clairement. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, il faut arrêter de tergiverser. La préparation de ce parcours, elle est évidemment en faveur des Européens, mais c'est criant, quoi. Enfin, je veux dire, ils n'ont pas l'habitude de jouer. On en a parlé depuis 2 jours. C'est sûr que le ref, ils connaissent pas aux États-Unis. Et il y a une autre chose. Hier, on parlait du vent. Il y a aussi le froid. Et les Américains, ils jouent toute l'année en polo et petite tenue. Là, ils se retrouvent avec leurs vêtements de pluie. On a vu Woods. Enfin, tous les Américains, ils avaient le bonnet quasiment jusqu'à la fin ce matin. Ben voilà, ils sont quand même. Ils doivent moins bien swinger, plus un parcours plus difficile pour eux, plus les roughs, ça commence à faire beaucoup. Effectivement, après, c'est quand même toujours pareil. Méfions-nous un tout petit peu, effectivement, il faudra bien commencer parce que le momentum est tellement important en Ryder Cup que si ça commence à mal se passer devant, parce qu'encore une fois, il y a 11 des 20 premiers joueurs du monde, et quand on regarde, d'habitude, les autres Ryder Cup, on trouve toujours des faiblesses dans les équipes. Là, moi, à part Mickelson, voilà, les autres, c'est quand même, enfin, en tout cas, au début, vous avez du mal à trouver la faiblesse de l'équipe américaine. Mais après, vous avez du mal à trouver la faiblesse de l'équipe européenne aussi. Donc, ça va être une furieuse bataille. Je pense que les Européens vont gagner. J'espère que les Européens vont gagner. Et même assez largement. Mais bon, voilà, attendons quand même. Le début, on saura assez vite. On va vite voir quelle couleur prend le leaderboard et ça va décider de la suite de la journée dans les premières minutes, en tout cas dans
dans les 2 premières heures. Alors vous parlez justement de cette météo et de ce froid, justement demain ça peut changer parce qu'ils joueront à midi 05 le premier match entre Rory McIlroy et Justin Thomas, suivra Paul Casey et Brooks Koepka, Justin Rose, Webb Simpson, Jon Rahm contre Tiger Woods. Alors on remarque, on le voit, c'est que des cadors qui commencent... Il y a des cadors partout, en même temps là il y a des cadors partout. Qui commence pour l'équipe européenne et pour l'équipe américaine. L'objectif pour l'équipe européenne, évidemment, c'est de marquer le plus de points possible rapidement. Voilà, on rappelle, ils ont besoin de 4,5 points pour s'assurer la victoire. Thomas Bjorn a découvert les matchs en conférence de presse tout à l'heure, et il a dit qu'évidemment, il avait pensé son équipe en réfléchissant à ce que pouvait faire le capitaine américain, et c'est toujours pareil, quand on est mené 10-6, on n'a pas le choix, il faut mettre des premiers points d'entrée pour essayer d'inverser la tendance et pour remonter. Donc il savait très bien qu'il fallait qu'ils mettent des gros joueurs devant, mais pas tous. La preuve, c'est qu'on voit qu'il n'a pas arrêté de parler de Molinari en conférence de presse. Pour lui, c'est son meilleur joueur. Il dit qu'il est sur une autre planète, qu'il joue pas au même jeu que les autres. Voilà, il l'a pas mis d'entrée pour assurer un point un peu plus tard. Voilà, pour pas mettre toutes ses forces. Parce que si vous mettez tous les meilleurs face aux meilleurs, eh ben, sait-on jamais, ça peut mal se passer. Donc, alors justement, au niveau de la stratégie, on va écouter notre petite souris Grégory Avray, qui a lui aussi son avis sur la question. On l'écoute. Par le passé, c'est sûr qu'on sait que c'est une stratégie payante pour 2 raisons. La première, c'est que il faut le premier vite arriver à 14,5, tout simplement, parce que c'est le score qui gagne. Donc mettre les meilleurs devant, c'est prendre les points éventuellement et donc arriver à ce score, parce que c'est ça le but, c'est d'y arriver le plus vite possible. Et la deuxième raison, c'est qu'ils veulent voir... je pense beaucoup de bleus sur les leaderboards. Ils veulent qu'il y ait une émulation, ils veulent que les gens crient, que les gens soient motivés et du coup de sentir cette ferveur qu'on a pu surtout sentir hier après-midi, qu'on a aussi ressenti aujourd'hui parce que le 13e homme est très important, extrêmement important. Ce public porte les joueurs le disent, en ont conscience et on a vraiment besoin de ce 13e homme pour aller au bout et pour l'instant il joue bien son rôle, ce 13e homme, et ça c'est une super chose. Alors ce 13e homme qui joue bien son rôle, qui va encore jouer son rôle demain, évidemment il faudrait qu'il y ait beaucoup de rouge au début pour que la tendance s'inverse, Arnaud, on le parlait, cette ambiance qui aujourd'hui était un peu meilleur au niveau le départ du 1. Le départ du 1 était vraiment il n'y avait pas le jour et la nuit. Il n'y avait pas notre meilleur ami le speaker. Enfin, il était là, mais il était beaucoup plus sobre. Il n'y avait pas la musique. Il a laissé l'ambiance prendre comme ça doit exister dans tous les stades de sport du monde. On ne peut pas décréter une ambiance, on ne peut pas la créer. Ils ont compris ça, tant mieux. C'était beaucoup mieux aujourd'hui. Et puis surtout, c'était plus naturel surtout. Voilà, c'est plus naturel. Et du coup, ça. Après, la journée d'hier était quand même assez incroyable, mais ça a lancé la journée d'une autre façon et il y a eu de l'ambiance. Enfin voilà, c'était dingue, c'était quand même dingue cette ambiance. Martin, un mot sur cette ambiance? Bah oui, évidemment, ça n'avait rien à voir et heureusement que le Tour européen écoute notre podcast, évidemment. Heureusement que les officiels s'en sont rendus compte tout seuls comme des grands. Il y a eu plein de ils ont eu plein d'alertes quand même. Ils s'en sont rendus compte tout seuls et oui, évidemment, ça n'avait rien à voir. Et puis de voir aussi Grégory Avray. Moi, j'ai vraiment vu un départ de Ryder ce matin. Oui, clairement. Oui, là, t'avais un départ de rider comme toi tu en as vu, comme moi j'en ai vu, des vrais départs de rider, et puis conforme à ce qu'on attend de cette énorme tribune, de ce qu'on attend de cette bête là, quoi. Là, la bête s'est vraiment réveillée, la bête était vivante, la bête était hurlante, elle était colorée, elle était folle, elle clapait, elle hurlait, elle chantait la Marseillaise. Il se passait vraiment quelque chose et ça résonnait et c'était magnifique, quoi. Non seulement c'était magnifique visuellement, mais c'était magnifique dans les oreilles, quoi. Et c'est exactement ça qu'on attend depuis le vendredi matin et qu'on n'a pas eu vendredi matin malheureusement, mais bon, c'est comme ça. Et le tir a été corrigé et toute la journée n'a eu rien à voir, quoi. C'était génial. C'était quand même pas mal, c'était quand même déjà pas mal hier, mais c'est sûr. Pardon Arnaud, mais arrêtez de bouer les Américains, quoi. Mais ça veut dire quoi? Ça boue comme des gogoles, là. Sérieux? C'est nul, quoi. Oui, c'est nul, mais malheureusement ça se fait un peu partout. C'est comme applaudir une balle dans l'eau. C'est nul. Non, mais c'est évidemment que c'est nul. Mais de toute façon, ça se fait aussi aux États-Unis. Non. Aux États-unis, t'as trois bourrés qui font ça. Ils se font vite sortir. Là, c'est 2000 personnes ensemble qui font bouh. Dès que t'as un Américain qui rate un coup, c'est ridicule. Évidemment que c'est pas bien. Mais malheureusement, je pense que de ces choses-là, dans tous les supporters, ça ne s'améliore nulle part sur la planète. Non, mais mettons plutôt, encore une fois, en avance, parcours incroyable où moi j'étais encore une fois derrière le 2 là. Après c'est vrai j'ai compté, il y avait mais c'est quoi, il y avait même des gens derrière le 3 là qui regardaient, mais
c'est quasiment 20. Il y a la moitié du public qui est là. Il y a 25 000 personnes quasiment. C'est un stade de foot. C'est vrai que ça fait une quasiment belle arène entre le départ du 1, le green du 1, le départ du 2, le green du 2. On peut Et le départ du 3 même. Et le départ du 3 là. Tout Il y avait 5 000 ça personnes fait, parce qu'au bout d'un moment je comptais, je me dis on est 10-15 000 là et je me retourne et je fais mais là-bas il y en a parce que évidemment tous les départs étaient partis. Vous avez compté tous les spectateurs? Bah, j'ai essayé de compter par groupe. Vous voyez, au bout d'un moment, comme j'attendais, j'arrivais au parti et voilà, j'ai essayé d'imaginer un peu. Et ouais, je pense qu'il y avait pas loin de 20 000 personnes, ou peut-être 20 000 personnes sur cette arène. 20 750 nous dit la police. Allez, demain, il reste encore d'avoir beaucoup de monde sur ce Golf National, pour cette dernière journée, pour ce dénouement, et on espère la victoire de l'équipe européenne. On le rappelle, à partir de... là, on va faire les pronostics. On le rappelle, à partir de 12h05, Rory McIlroy face à Justin Thomas, Paul Casey après Brooks Koepka, Justin Rose, Webb Simpson, Jon Rahm, Tiger Woods, Tommy Fleetwood, Tony Finau, Ian Poulter, Dustin Johnson. Vous allez faire les 12. Oui, évidemment. Thorbjørn Olsen, Jordan Spieth, Sergio Garcia, Ricky Fowler, Francesco Molinari, Phil Mickelson, Tyrrell Hatton, Patrick Reed, Edric Stenson, Bubba Watson, et enfin à 14h17 pour terminer, Alex Noren, Bryson DeChambeau. Quel est le match qui vous excite le plus, Arnaud? Ouais, moi ils m'excitent tous, mais après je me dis quand même que Jon Rahm, Tiger Woods, ça peut être pas mal aussi. Ouais, non, mais ils vont tous être bien, mais Fleetwood, Finau, il va être un peu tournant. Ouais, il va être tournant celui-là quand même. Celui-là parce que devant il y a des gros chocs, ça va ouais, mais moi là on commence à arriver dans le cœur. Voilà, ça va être voilà, parce que Fleetwood c'est quand même un gros joueur de l'équipe européenne. Si Finau tire son épingle du jeu, ça peut être voilà. Allez, on termine par un petit pronostic, messieurs. Arnaud, victoire de l'Europe. Moi je vous ai dit ce matin qu'ils allaient gagner les 3 dernières sessions, les Européens. Bon, ils ont fait match nul cet après-midi. Donc s'ils gagnent la session demain, on va dire quoi, 6,5 à 5,5, c'est ça? Bah ça fait 16,5 à 11,5. C'est pas mal ça. C'est ça? Ouais, c'est Martin, faire ça. Moi je suis nul en pronostic. Moi je pense que ça va être plus serré que ça, mais j'arrête de dire des trucs comme ça. Moi, je sais pas pourquoi je sens un 15-13 ou quelque chose comme ça, mais en faveur de l'Europe. Alors voilà, bon bref, je vois pas les Américains ne pas réagir. En simple, tout à l'heure vous avez dit un peu le contraire, Martin. Vous avez dit quand même que le national était trop dur pour eux. Ouais, mais je les vois quand même pas ne pas réagir en simple. Voilà, en double, c'est toujours pareil. C'est des gars. C'est vrai que le national, pardon, j'en bafouille tellement ça me rend dingue. Le national, il se dresse en travers d'eux et en 4 balles, on les a pas vus ultra incisifs comme on a l'habitude de les voir. Mais c'est pas possible, quand on a quand même les meilleurs joueurs du monde, on a quand même des gars comme Tiger Woods, enfin ça va réagir, quoi. Ça va pas être si facile que ça, ou alors si c'est facile, ça va être une bonne nouvelle pour Tiger. Demain, il va pouvoir dormir un peu plus longtemps parce que quand même, on le voit, il a l'air tellement fatigué que là, au moins, demain, bon, faut qu'il trouve le soleil, quoi. Et surtout, il va pouvoir s'échauffer quand il fera un peu plus chaud, parce que ce matin, sa caille est grave. Il avait le bonnet avec la casquette. Esthétiquement, c'était dégueulasse. Même pour Tiger Woods, c'est dire. Et surtout, il va avoir d'autres adversaires que soit Francesco Molinari ou Tommy Fleetwood. C'était ça aussi le risque, et ça aurait été drôle de tomber contre Molinari ou Tommy Fleetwood. On a quand même vu l'ombre de Tiger Woods depuis le début du national. C'était le joueur qui a remporté le Tour Championship, qui a fait la une de l'équipe mardi et dont tout le monde parle du retour absolu. Il est pas là depuis le début de la semaine, donc on verra demain s'il est là ou pas. Mais il a rentré un coup, il a mis un coup de fer 2 au 2 le premier jour, mais c'est tout. Non, voilà. C'est tout, faut peut-être pas exagérer non plus. Non, j'exagère. Non, mais c'est vrai qu'on l'a vu rater. On l'a vu quand même rater pas mal de putts. Ah non, mais il a raté des putts, il a raté des coups, il en a mis des balles dans l'eau. Non, c'est pas le Tiger Woods de dimanche dernier. Après, ce serait bien que demain on voit le Tiger Woods de dimanche dernier, mais qui perde. Et Martin, j'ai toujours pas mon pronostic. Non, mais si, je te l'ai donné. Il a dit 15-13. 15-13 pour l'Europe ? Bien sûr, le man. Bon, bah, très bien. Alors, moi, je vais dire 15-13 pour les USA. Hein, soyons fous. Non, mais ça va pas, Jean-Philippe. Bah, si, faut non, un peu de suspense. Le suspense, c'est pas votre pronostic qui va faire le suspense, mais ils vont gagner 3 points, les Européens. Je vous rappelle déjà qu'il y a 11, parce que Molinari, c'est simple sur 12, mais on sait jamais. 9-5, attends, tu les vois où les 9-5? On sait jamais. Déjà, t'en as quelques-uns, c'est pas mal. Tant que c'est pas fini, il y a toujours de l'espoir. Je vous prends à 100 contre 1, là, 100 euros. On verra en tête, ça. Quand même. Allez, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi, et évidemment, on se retrouve demain pour ce dernier jour et ce dénouement, et on espère la victoire de l'Europe ou des États-Unis. Mais surtout, on espère quand même un peu de suspense. Ça pourrait être pas mal. Ah oui, un peu de suspense, mais je pense qu'il sera quand même un peu là parce que aujourd'hui, encore une fois, ça a un peu changé cet après-midi. Allez, les Bleus. Allez, salut. Journal du golf, le podcast sur l'équipe.fr.